Bonjour et bienvenue dans cette 9e et dernière émission de Tous Handicapés. Si je vais vous parler de plein de petites choses que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder dans les épisodes précédents, le thème central de cette dernière chronique sera la prévention et la santé communautaire. Pourquoi cette thématique, me demanderez-vous ? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'est cher, je travaille quotidiennement et je veux œuvrer pour la prévention de manière générale, mais aussi parce que la prévention est un vrai enjeu de santé publique. Je m'explique. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de mes précédentes émissions, mais on peut tous être en situation de handicap. Ok. Mais pour vous donner un exemple concret, parlons de l'accessibilité physique des logements ou des établissements recevant du public, les ERP. Il y a 1 à 2% de personnes en France qui se déplacent en fauteuil roulant. Mais l'accessibilité ne va pas concerner que ces personnes-là. Le vieillissement de la population fait que les personnes vont avoir de plus en plus de mal à se déplacer. Et c'est bien normal. Pire, d'ici à 2050-60, on estime qu'un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Dans le Loir-et-Cher, c'est déjà le cas. 30% de la population du département fait déjà partie des personnes âgées. Ça en fait de potentielles personnes à mobilité réduite. Bref, pour la question de l'accessibilité des logements donc, avec les normes en vigueur, l'ensemble des logements neufs devait être accessible aux personnes à mobilité réduite. Sauf qu'en 2019, avec la loi Elan, l'État a permis la diminution du quota de nouveaux logements accessibles, passant de 100% à 10%. Plus que l'accessibilité, l'idée était de privilégier l'adaptabilité. Le raisonnement était de dire que seuls 10% de logements neufs devront être accessibles et les 90 restants devront être adaptables avec de simples travaux. Mais la question du financement de ces travaux reste entière, ce qui est un rétropédalage énorme en fin de compte. Pour revenir aux ERP, restaurants, commerces, administration, transport en commun, c'est un peu plus compliqué, car rénover d'anciens bâtiments pour les rendre accessibles, ça coûte parfois encore plus d'argent. Et selon les dénivelés naturels qu'on rencontre dans une ville, c'est pareil. Regardez rien qu'à Blois, quelqu'un en fauteuil qui devrait aller des bords de Loire à la préfecture, c'est un vrai parcours du combattant. Le débat est donc permis pour savoir à quel point on peut tout rendre accessible. Car parfois, la question logistique et financière est assez épineuse. Une contrepartie serait alors d'aider financièrement les personnes à mobilité réduite pour compenser un peu cette discrimination inévitable de nos infrastructures. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à découvrir la vidéo « Faut-il interdire les commerces aux personnes handicapées ?» sur la chaîne YouTube Osons causer. Le titre de la vidéo est volontairement provocateur, mais elle résume plutôt bien les enjeux de cette question. Autre sujet, car j'évoquais tout à l'heure la discrimination. Et justement, en termes de prévention, l'un des enjeux est de lutter contre toute forme de discrimination, à l'encontre de qui que ce soit. C'est vrai, qui dit discrimination dit rejet, exclusion, inégalité, privation de liberté, limitation d'activité, restriction de participation. Autant de conséquences qui génèrent un mauvais état de santé pour les personnes concernées. Et pourtant, la discrimination est présente partout et tout le temps. On peut citer pêle-mêle la grossophobie, encore présente dans la pub, et l'accès aux sièges en transport en commun pour les personnes obèses. L'accès aux serviettes hygiéniques et aux tampons, souvent hors de prix, alors qu'on parle quand même des règles qui sont un phénomène naturel et à la base de la création de la vie, qu'on soit homme ou femme. Vive le 100% remboursé pour vous, mesdames. La discrimination à l'embauche pour les cinquantenaires ou un dyslexique qui ferait des fautes sur son CV. Le rejet violent des migrants qui sont parfois partis de chez eux à contre-cœur, faute de pouvoir vivre en sécurité avec leur famille, qu'ils soient ukrainiens ou syriens. Le manque honteux d'estime pour nos aînés que la société ne considère que comme un fardeau dont il faut se débarrasser dans des EHPAD au personnel sous-payé. Et la liste est malheureusement infinie. On voit donc que des mesures de santé publique de manière générale pourraient et devraient être prises pour une myriade de populations avec des caractéristiques différentes. C'est la santé communautaire. Mais encore. L'OMS a défini ce concept en 1978, et s'il est vrai que ça date un peu, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. La santé communautaire, c'est le processus par lequel les membres d'une collectivité réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé.
expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités. En pratique, les actions de santé communautaire peuvent prendre plusieurs formes, mais elles seront toujours portées par un collectif. Groupe de réflexion, de travail, de sensibilisation, lieu d'accueil. L'idée est évidemment de favoriser les projets de proximité. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les gens ne doivent plus simplement se cantonner à leur rôle de bénéficiaire passif de la santé. En santé communautaire, nous sommes tous acteurs, qu'on soit simple habitant d'un quartier, professionnel de santé, médiateur, association, décideur, élu local, bref. Les effets des actions de la santé communautaire peuvent donc être multiples, individuels, organisationnels, collectifs, sociaux, politiques. Pour vous donner quelques actions pêle-mêle, il y aurait par exemple le renforcement du dialogue entre habitants et administration, au travers des associations. Le développement de l'entraide, au travers de l'initiative des voisins vigilants solidaires, ou des jardins partagés par exemple. La coordination entre professionnels et institutions. Je pourrais aussi vous citer la galerie d'art Le Goût des Autres, en Blois-Vienne, qui est une galerie inclusive, qui expose des œuvres de personnes en situation de handicap. La ressourcerie, Emmaüs, ou toute autre association qui œuvre pour les autres. Enfin, la santé communautaire peut passer par des actions pour améliorer les conditions de vie dans une école ou un lieu de travail, améliorer la salubrité dans un quartier, ou encore s'engager dans des actions politiques. Vous l'avez compris, la santé communautaire concerne tout le monde, de l'enfant à la personne âgée, du cadre d'entreprise au SDF. Il y a évidemment tout un tas de choses qui pourraient être mieux faites en France. Rien qu'au niveau politique, quand vous voyez qu'à l'Assemblée nationale, des lois importantes occasionnent parfois des réflexions sur des amendements toute la nuit, jusqu'à 5h du matin, on peut se poser des questions sur la qualité du débat. De même, je ne vous apprends rien en vous disant que le fonctionnement de nos hôpitaux et de nos établissements de santé de manière générale s'est dégradé. On assiste depuis quelques années à une industrialisation du système de santé et parfois une déshumanisation des métiers de soignants. Il y a du boulot aussi à ce niveau-là. Par exemple, tenez, on est a priori tous d'accord qu'on aurait des professionnels plus compétents si dès leur formation, les choses étaient mieux faites. Sauf que, pour prendre l'exemple de la première année de médecine, qui est commune aux études de santé, elle est faite avant tout pour sélectionner drastiquement les profils d'étudiants qui ne feront pas forcément les meilleurs médecins, mais qui sont ceux qui emmagasinent le plus d'informations. On trie pour garder les rois du par cœur. Donc dans toute profession médicale, on constate ensuite, parfois, un manque d'empathie, d'accompagnement et de considération de la douleur. Il y a peu de formation sur les violences médicales. Je pourrais citer par exemple les gynécologues et toute la question de l'épisiotomie, ou pire, l'expression abdominale. La loi Kouchner sur le consentement, c'était super, mais malheureusement, il y a plein de situations pour lesquelles elle est peu appliquée, car les professionnels ne savent pas comment faire. Et les déserts médicaux dont on entend parler régulièrement, avec tantôt des initiatives locales pour attirer les médecins dans les campagnes, tantôt la question épineuse de savoir s'il faut salarier les médecins de ville pour être sûr qu'ils resteront. Je ne prétends pas avoir la solution à tous ces problèmes, loin de là. Mais en tout cas, à notre niveau, on peut prévenir aussi certaines situations, pour faire en sorte que les médecins ne soient pas trop débordés. N'allons pas aux urgences pour un rien. Alertons les mairies, les services sociaux ou les EHPAD quand nous repérons des personnes âgées isolées et en difficulté chez elles. Soyons proactifs pour la santé de tous. Voilà pour le côté médical. Bien sûr, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a plein de choses à faire pour améliorer la santé de tous. Tenez, par exemple, en termes de prévention, j'aimerais aussi vous parler des prisons. Oula. Pour les personnes qui sont en prison, se pose entre autres la question du projet de sortie afin de préparer leur réinsertion dans la société. Mais essayez-vous d'effectuer des recherches, des démarches administratives ou de gérer un compte Pôle emploi sans avoir de connexion ou de matériel adéquat ? Tu veux pas leur donner un PC, un accès illimité à Internet non plus ? Non, je ne veux pas discuter de l'intérêt de leur détention et de la légitimité de leur privation de liberté. Mais quand on me parle de récidivistes
ou d'ex-détenus qui deviennent des poids pour la société à leur sortie, je ne peux m'empêcher de me dire que si plus de choses étaient faites pour eux, pour préparer leur réinsertion, ils pourraient participer bien plus activement et efficacement à la société, une fois sortis de prison. Vive la santé communautaire! Bref, vous l'avez compris, en matière de prévention et de santé communautaire, c'est comme pour la sécurité routière, nous sommes tous concernés, tous responsables. Et au-delà du fait qu'on peut tous être en situation de handicap, on va de toute façon tous être en difficulté un jour ou l'autre, car l'environnement, au sens large, va devenir inadapté pour nous tous, quelles que soient nos différences. Il n'y a qu'à voir ces dernières semaines avec les épisodes de canicule, et qu'on ne tolère pas tous de la même manière. Donc on peut même intégrer la question écologique à toutes nos réflexions. Et au travers de ces 9 émissions, j'ai essayé modestement d'aborder les sujets qui me semblaient importants pour la santé de manière générale. L'ergothérapie, bien sûr, je prêche un peu pour ma paroisse, mais également le handicap, l'inclusion, l'argent dans la santé, l'autonomie, l'éthique, la santé mentale, les handicaps invisibles, la santé des enfants et enfin la prévention. Avec tout ça, l'idée est vraiment de comprendre qu'il faut parfois changer nos mentalités, changer notre manière de penser et de vivre, même si c'est parfois compliqué. Et oui, notre cerveau est habitué à travailler par automatisme. C'est plus facile pour lui. Donc quand il s'agit de changer, il doit faire un effort. Forcément, rien de plus facile que de faire quelque chose par automatisme quand c'est une habitude ancrée en nous. Mais justement, quand on est face à une situation qui impose que l'on change notre manière de penser et nos habitudes, choisir de changer devient tout de suite plus compliqué. Il faut se motiver. Mais aller à l'encontre de nos habitudes est difficile, car le cerveau veut toujours créer des habitudes plutôt qu'envisager le changement. C'est moins énergivore pour lui. Donc forcément, pour changer, il faut le vouloir, pour convaincre son cerveau que c'est une nécessité. C'est comme ça que ça marche pour changer nos modes de pensée et nos habitudes. Il faut juste se projeter un peu pour choisir de changer. Le problème, c'est cette projection. Parce que la majorité d'entre nous n'avons jamais eu d'expérience émotionnelle forte, de vrais problèmes de notre monde. Que ce soit pour la place des femmes dans notre société, le réchauffement climatique ou le handicap, on ne se sent parfois pas du tout concerné. Alors, mettons-nous un peu à leur place. Que ressent le chef d'entreprise qui gérait toute sa vie et qui d'un coup d'un seul a un accident de voiture et devient polyhandicapé ? Que ressent la jeune femme qui se fait reluquer et siffler dans la rue et qu'on ne considère que comme un objet de désir sexuel ? Que ressent cet orang-outan de la forêt amazonienne à qui on détruit le lieu de vie depuis des décennies juste au nom du profit ? Et le musulman associé au terrorisme ? Et l'homosexuel considéré comme un sous-homme ? La prévention et la santé communautaire, c'est ça aussi. Alors, pour conclure cette émission, je vais peut-être vous paraître une fois encore ultra démagogique, mais ça ne fait rien. Que ce soit au travers de l'information, la sensibilisation, l'entraide, les débats politiques, la prévention peut se faire partout, tout le temps et pour tout le monde. Alors je voudrais pour la dernière fois vous encourager à vous informer, à rester curieux, à partager les contenus qui vous semblent pertinents, cette émission qui sait, à faire porter votre voix, à vous engager dans des initiatives individuelles, mais aussi collectives, au niveau local ou à plus grande échelle. Soyez moteur, engagez-vous. Car vous l'avez compris, l'enjeu de la prévention ne concerne pas que le milieu de la santé, mais aussi l'écologie, l'économie, la démocratie, le vivre ensemble tout simplement. Alors, pour la dernière fois de cette émission, prenons soin de notre monde, prenons soin des gens qui nous entourent, et prenons soin de nous.